Bonjour à toutes et à tous dans cette table ronde qui sera consacrée à la multiculturalité en Tunisie. Mais pour vous apporter un peu plus d'informations sur au moins ce que nous sommes, bien sûr avec l'équipe de l'association Caravan et moi-même, Ahmed Larziel, nous sommes ravis de vous réunir et je vous remercie chaleureusement pour votre participation à cette table ronde. Pour compléter votre information, Caravan est une association loi 1901 dont le slogan est l'accès à la culture pour tous. Nous menons diverses activités dans les quartiers populaires de Toulouse en créant des cadres de rencontres, de dialogue, de valorisation des cultures d'origine des immigrés et de défense des droits des citoyens. Dans le cadre de notre cycle intitulé « Pour l'égalité des droits, la citoyenneté contre les discriminations » et qui a lieu généralement de janvier à mois de mai. Donc, dans ce cadre-là, et compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons, il nous paraît utile et pertinent de consacrer une table ronde en visioconférence à chacun des pays du Maghreb. Aujourd'hui, c'est la 3e séance que nous avons organisée et que nous consacrons à la Tunisie multiculturelle après en avoir fait sur le Maroc et sur l'Algérie. Juste pour signaler qui vous êtes parmi nous dans cette table ronde, il y a M. Ali Zeddini, consul de Tunisie à Toulouse. Il y a Mohamed Jouili, anthropologue en Tunisie, et Madame Marwa Bouzaïda Silla, conseillère municipale déléguée à Toulouse, et Habib Mesteri, réalisateur en Tunisie, et j'ai compris aussi avec la France. Et parmi nous, il y a des témoins invités aussi. Hatem Ben Ismail, qui est un acteur associatif à Toulouse. Et il y a Najib Ferchichi, qui est chef d'entreprise dans la banlieue de Toulouse, qui est à Colomiers. Et il y a Naïma Labat, qui est éducatrice et élue communale à Salvetat-Saint-Gilles, près de Toulouse. Et il y a Baya Ben Hamid, qui de sa profession est informaticienne, mais actrice et présidente de l'association. Voilà pour les personnes donc présentes parmi nous. Mais avant tout, on va faire juste un bref tour de table, 1 minute chacun, pour améliorer notre connaissance sur vous-même, ou d'être engagé la discussion à votre manière en 1 minute. Donc, la parole est à Monsieur le Consul. Merci, Monsieur Ahmed. Merci pour votre invitation à cette table ronde. Bonjour à tout le monde. Je salue tous les invités, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Alors, personnellement, je suis consul à Toulouse depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, c'est ma 3e affectation. J'ai exercé auparavant en Italie en tant que vice-consul à Milan. J'ai exercé aussi en Arabie Saoudite pendant 5 ans. Donc, je suis diplomate de carrière, donc je me trouve très bien ici à Toulouse. C'est une ville agréable, donc j'ai commencé une nouvelle expérience ici à Toulouse depuis maintenant 2 ans. Je suis ravi, je réitère mes remerciements à vous-même et à tous les membres de l'association et à tous les invités à cette table ronde. Merci à vous. Merci. Donc, par votre profession, vous-même déjà, vous êtes multiculturel, amené à être multiculturel, n'est-ce pas? L'Italie, la France, la Tunisie. Oui, bien sûr. Dans votre métier, bien sûr, l'avantage, c'est qu'on, bien sûr, on peut voyager, on peut bien sûr connaître d'autres sociétés, d'autres civilisations, d'autres personnes. Donc, c'est parmi les avantages du métier. Monsieur Jouili. Salut pour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier l'association Caravan, également si Hatem Ismail pour cette invitation, cette table ronde. Comment je me présente? Je suis professeur des universités à la faculté de lettres, des arts et à l'université de la Manoub, dans la banlieue ouest de Tunis. Je suis directeur de recherche en sciences culturelles et j'étais professeur visiteur dans ces 2 dernières décennies en Arabie Saoudite, Riyad, enseigné les cultures comparées, traduction et des langues à la Sapienza. Et dernièrement, j'ai une expérience aussi au Sénégal avec l'université de Castan de Berger. Pour la France, j'étais à Rouen et je suis un ex-étudiant. J'ai obtenu ma thèse de doctorat en anthropologie sur le leader politique dans l'imaginaire islamique à la Sorbonne, à l'école pratique de hautes études, section des sciences religieuses. Ça fait maintenant 25, un quart de siècle. Et j'ai publié presque 11 ouvrages. Il n'a pas lieu aussi de citer tous ces ouvrages, mais mentionne les leaders politiques dans l'Amérique, l'anthropologie du corps
grand de la tradition orale, dit la mère messagère quand de nos mères et de nos grands-mères en Tunisie, bien sûr, ça fait partie du Maghreb. Mon dernier ouvrage a été publié à Paris avec l'Institut du monde arabe sur effectivement un éminent, un homme, Khaireddin Bacha. Khaireddin Bacha, c'est un réformateur, un grand homme d'État et réformateur du 19e siècle. Voilà donc, qu'est-ce que je voulais dire? Dans le domaine associatif aussi, j'ai fait beaucoup de travaux en Italie. Monsieur le consul, il est là, donc il était à Milan. Moi, j'étais plutôt à Napoli et la région de Puglia et Basilicata. Et c'est une occasion aussi parce que tellement le travail associatif, puisque nous sommes dans la diversité culturelle, sur l'ouverture de la Tunisie, sur le pays méditerranéen, dans son milieu maghrébin et méditerranéen. Donc, je profite aussi de saluer le travail consulaire qui est très important et saluer son collègue, je ne sais pas est-ce qu'il est en retraite maintenant ou non, notre consul à Napoli, à l'époque 2005-2007, M. Ahmed Tourjman. Monsieur Ahmed Tourjman est toujours en exercice. Il est actuellement ambassadeur au Canada. Ah, d'accord, ok, c'est un plaisir. Donc, voilà, j'ai travaillé beaucoup avec lui dans la région de la Basilicata, Lago Negro, tout ça. Ouais. Vous connaissez bien l'Italie, donc il a les gens de Puy, Puglia, Taranto, Bari, etc. Ouais. Donc, voilà, je suis universitaire, mais je suis dans le travail associatif. C'est un plaisir aussi de contribuer avec vous dans cette table. Merci, Monsieur Jouili. Bon, on va continuer le tour de table. Donc, Marwa Bouzaïda Silla, bonjour. Voilà. Alors, vous-même, qu'est-ce que vous nous dites pour un peu mieux vous présenter par vous-même? En fait, moi, donc, je présente vraiment la multiculturalité dans le sens où j'ai grandi en Tunisie, j'ai obtenu mon baccalauréat en Tunisie, j'ai fait partie de ces Tunisiens qui sont venus pour les études supérieures en France. Donc, je suis diplômée de l'école l'ISAE, donc ingénieure en aéronautique. J'ai doublé avec un autre master en finance et j'ai exercé pendant 8 ans à la Société Générale en tant qu'ingénieur financier et je finançais toutes les entreprises d'aéronautique. En parallèle, j'étais très engagée dans mon quartier qui est à Mourou. C'est pas un quartier politique de la ville, mais c'est quand même un quartier assez particulier. Et suite à cet engagement, en fait, j'ai décidé de me réorienter, c'est-à-dire j'ai quitté mon poste donc, de cadre supérieur dans la Société Générale pour devenir enseignante. J'ai obtenu donc mon 3e master de métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'ESP de Rangueil et je suis titulaire de mon poste. Donc, je suis enseignante en maths sciences au lycée Urbain Vitry. C'était un choix. Le lycée Urbain Vitry, c'est un lycée professionnel et j'enseigne aussi à la fac de Rangueil, à Paul Sabatier. Donc, je continue à rester une citoyenne bien engagée dans le milieu associatif et c'est comme ça que j'ai intégré la liste de M. Jean-Luc Moudin, qui est actuel maire de Toulouse, et on a gagné les élections. Depuis le 28 juin donc, de l'année 2020, je suis conseillère municipale déléguée. J'ai en charge Toulouse Diversité. J'ai en charge aussi l'accueil de migrants, le rappel à l'ordre et la prévention de la délinquance. Et début juin 2020, j'étais nommée 8e vice-présidente de la métropole toulousaine et j'ai en charge la participation citoyenne sur l'échelle de la métropole toulousaine. Et donc, j'ai intégré, je le précise, j'ai intégré la liste de Jean-Luc Moudin sur le quota citoyen non étiqueté. Et d'ailleurs, mes délégations parlent bien de mes engagements. Voilà, mon but, c'est de faire participer, d'aller vers le citoyen et d'animer le rôle du citoyen dans la vie publique, en fait, tout simplement. Voilà. Ben, merci, madame. Et enchanté de vous connaître de près. J'ai vu bien votre nom et tout ça, les listes de la campagne, puis après sur la liste des élus. Et on n'a pas eu l'occasion de se voir au niveau de notre association comme au niveau d'autres activités dans les quartiers. J'espère que vous passerez un de ces jours auprès de nous à Ampalo aussi. Avec grand plaisir. Donc, on va passer maintenant à Monsieur Habib Mesteri. Dites-nous un peu vous-même, parce que c'est un petit tour de table avant d'ouvrir la séance. Vous-même, qu'est-ce que vous êtes? Et puis, j'ai vu un peu sur Internet et puis dans ce que vous avez réalisé comme film et documentaire. En quoi il vous intéresse de participer à cette table ronde sur la multiculturalité en Tunisie? Écoutez, je pense que la multiculturalité est un thème principal sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années au moins, disons depuis la Révolution jusqu'à nos jours. Et parce que je pense que c'est un sujet d'actualité pour la Tunisie, pour le futur de la Tunisie et le monde arabe aussi.
vu ce que se passe un peu partout. J'ai commencé à traiter ce thème en observant l'intervention des jeunes pendant la Révolution et comment ils ont documenté ce qui s'est passé autour d'eux à travers un film que qui s'appelle Le Chronique de la Révolution, où j'ai fait par la suite intervenir des Tunisiens de confession non musulmane ou des Tunisiens d'origine européenne, genre Claudia Cardinal, Michel Bougenah, Albert Mimi, Françoise Gallo, etc. Et mettre ensemble ces deux points de vue des gens qui appartenaient à la Tunisie, qui ont vécu une certaine expérience de vie, avec ces jeunes qui essayent de créer une nouvelle Tunisie. Et de là, je suis parti pour un long voyage avec la multiculturalité, parce que effectivement, j'ai dû recourir un peu à travailler sur l'histoire de la Tunisie. La Tunisie était multiple, la multiculturalité était quelque chose intégrante de la personnalité de la société tunisienne. Et à un certain moment, tout s'est arrêté pour installer en quelque sorte une culture un peu mono-identitaire, qui est liée aussi à la politique en quelque sorte. Voilà, c'est un peu cette approche sur laquelle je travaille et j'essaye aussi de documenter un peu cette multitude qui existait dans la société tunisienne, parce que je pense qu'on a besoin de revoir un peu les choses avant de penser le futur. Monsieur Mesteri, nous sommes heureux de vous connaître parce que nous avons un ciné-club ici que nous animons et que nous gérons nous-mêmes, avec notamment et surtout des films des pays du Sud, donc du Maghreb, de Tunisie, d'Algérie. Et je serais heureux de vous inviter une fois avec une de vos œuvres, au moins. Oui, avec plaisir. Moi, j'ai fait un passage l'année dernière, non, c'était l'année dernière à Toulouse pour présenter mon film Vagues brisées. Et c'est une très belle expérience. D'ailleurs, je salue Monsieur le Consul qui était là, tout le monde, je pense, et je pensais y revenir, sauf que bon, cette situation un peu de... Ouais. Mais à la première occasion, oui, absolument. J'ai beaucoup aimé le public, la réaction des gens et ce qui se passe à Toulouse comme effervescence culturelle, comme échange. Je pense que c'est très intéressant ce que vous faites en général, parce que ça permet de mieux comprendre où on va, mais aussi construire des liens pas colonisateurs, mais une sorte d'horizontalité dans les rapports qui est très importante, je pense. Merci, Monsieur Mesteri. Maintenant, je m'adresse à Hatem Ben Ismaël, qui lui est issu aussi de l'immigration, mais il a une connaissance de son origine, de son pays d'origine qui est la Libye, puis de la Tunisie aussi, où il a vécu très, très, très jeune, et surtout qu'il s'active ici à Toulouse depuis déjà plus de 3 décennies dans l'interculturalité même. Hatem, bonjour. Oui, bonjour. Juste avant d'atterrir à Toulouse, moi, je suis né à Sfax, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Et après, avec ma famille, mes parents, ils sont revenus en Libye vers l'âge de 14 ans. Et jusqu'à l'âge de 17 ans, après, je suis venu en France. Ça fait 40 ans que je suis en France, là. Je travaille à la ville. Je suis chargé de mission et coordinateur de projet. Et en parallèle, je suis membre de plusieurs associations, à l'initiative même de création de plusieurs associations dans divers domaines culturels. Dans l'association J7, où je remercie énormément Ahmed de l'association Caravane de nous avoir invité en tant que partenaire. Et depuis quelques temps, on organise les J7, c'est les Journées culturelles et économiques de la Tunisie à Toulouse. Bon, ça n'a pas pu se faire depuis 2 ans. Et on s'est rendu compte là, depuis avec les membres de l'association, qu'une grosse partie de la jeunesse tunisienne qui arrive ici à Toulouse pour s'installer, on a créé un axe sur l'aide à leur trouver des hébergements, des stages, formalités administratives. Et du coup, par mon parcours aussi, je veux dire, à la ville de Toulouse, là où j'ai travaillé dans les quartiers difficiles, comme Maroua, j'ai indiqué que par rapport à difficultés de ces familles. Et c'est vrai qu'avec toutes les actions qu'on essaie de faire, c'est de
de pouvoir leur permettre de voir une autre culture, c'est un peu compliqué. Bon, j'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Et voilà le parcours que j'ai eu en France. Là. Merci, Hatem. Et on l'a travaillé aussi pour juste rappeler Habib, puisqu'on s'est rencontrés l'année dernière. Normalement, en décembre, on devait faire un cycle de cinéma à Toulouse tous les trimestres, cinéma tunisien. Et avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu le faire. Et puis, j'espère qu'on pourra le faire plus tard. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc là, on continue avec notre présentation. Nejib Ferchichi, jeune, qui a grandi ici à Toulouse, même en Palo même, et qui est maintenant créé son activité lui-même et qui continue à vivre en tant que franco-tunisien, familialement et tout. Je te remercie. En tout cas, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Nejib et j'ai 50 ans passé. Et je tiens une petite entreprise de restauration à Colomiers où j'essaie de gagner ma vie. Et comme vous tous, j'ai un lien avec la multiculturalité, c'est que je suis tunisien aussi. Je suis aussi tunisien. Et donc, je vis de façon tunisienne et de façon maghrébine, de façon orientale, je dirais jusqu'en Égypte au moins. Et donc, à partir de là, je considère que je suis peut-être relativement concerné dans ma vie de tous les jours, même dans ma façon d'être et de penser, par la multiculturalité. Voilà. Merci Nejib. Et je sais, oui, que tu as traversé avec nous les années 80, 90. Nous t'avons connu dans l'ancienne association qui s'appelait Vivre Ensemble. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc là, maintenant, on va donner la parole à chacun des exposants prévus. Donc, on commence avec Monsieur le Consul, Monsieur Azdini. La question que pour un peu vous lancer, que je vous adresserai, c'est bien sûr que la société tunisienne a une très longue histoire et elle est constituée aussi de plusieurs ethnies. Cette diversité est-elle encore un atout pour l'avenir de Tunisie ou est-elle une difficulté? Alors, tout d'abord, merci. Moi, pour aborder ce sujet, ce thème très important, je dirais d'abord que la Tunisie est une terre de rencontres et de civilisation qui s'est enrichie d'apports successifs. Elle se trouve au cœur de la Méditerranée, entre le monde arabe, l'Afrique, l'Europe. Sa position géostratégique l'a placée au cœur de l'histoire. Donc, la Tunisie fut successivement punique, romaine, vandale, byzantine, arabo-musulmane, ottomane, et après sous protectorat français, avant d'accéder à son indépendance en 1956. Donc, de ce fait, l'identité tunisienne est une synthèse des différentes cultures qu'elle a intégrées à des degrés, bien sûr, divers. Quant au présent de la Tunisie,
il est tissé de son passé, il témoigne de sa vocation d'être un pays de rencontre, de coopération et d'amitié, ouvert à la modernité avec un projet social progressiste. On doit cette vocation de la Tunisie à la volonté de ces hommes qui ont su créer une remarquable unité et un ensemble harmonieux. Cette unité de la société tunisienne ne doit pas aussi cacher sa vocation multiculturelle. En effet, les diversités culturelles de la Tunisie font de la société tunisienne une société ouverte, forte et dynamique. Pour ce qui est de la situation des étrangers en Tunisie, ceux-ci s'y adaptent facilement dans un environnement amical et hospitalier. Ils peuvent travailler et devenir propriétaires. Le marché du travail en Tunisie est régi par un code de travail qui garantit aux travailleurs étrangers et nationaux les mêmes droits. Donc la Tunisie constitue une opportunité aux différentes cultures de se connaître et de se respecter mutuellement. Un autre aspect de cette vocation multiculturelle consiste dans le fait que la Tunisie fait partie en tant que membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Et à ce titre, notre pays abritera fin novembre 2021 le sommet de cette organisation. Et c'est l'île de Djerba qui abritera ce sommet avec la participation de plus de 70 chefs d'État et de gouvernement. Donc, c'est de cette façon que je puisse personnellement brièvement aborder et encadrer ce thème très important, et je laisserai la parole au reste des invités pour développer ce sujet davantage avec, bien sûr, chacun de son côté. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste en sociologie ni en anthropologie. Bon, ce sont des connaissances, bien sûr, générales. Et donc, bon, c'est une petite introduction au sujet. Et bien sûr, le reste va être bien sûr accompli par vos honorables invités. Merci, Monsieur le Consul, mais bien sûr, on reviendra vers vous aussi pour certaines questions un peu se rapportant à votre profession, à votre représentation de la Tunisie, bien sûr. Donc maintenant, Monsieur Jouili, la question que je vous lance, c'est, selon vos recherches et connaissances, de quelles ethnies et communautés ou catégories s'est constituée précisément la société tunisienne? Moi, mon travail intellectuel de recherche, c'était plutôt la culture orale et la tradition orale tunisienne. Mais la question que vous posez est d'une importance, puisque si on veut traiter la question de l'identité culturelle en Tunisie, il y a un aperçu historique qui est très important et qui consiste que cette identité culturelle, d'abord, la vraie identité culturelle, la vraie identité, finalement, c'est l'identité humaine en général. Parce qu'on oublie souvent que finalement, il n'y a qu'une identité, une seule identité fiable, c'est l'identité de l'être humain, indépendamment de son appartenance religieuse, géographique, historique. Mais quand il s'agit de l'identité nationale tunisienne, donc il y a un côté historique qui est fondamental dans cette problématique. C'est que ce travail intellectuel et politique a débuté depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956. D'ailleurs, un ouvrage de Mohamed Mzali à l'époque, qui était Premier ministre et ministre de la Culture, ministre de l'Enseignement, notamment de l'Éducation nationale, et la personnalité tunisienne, Charsia à Tunisie. Et donc, cet ouvrage témoigne d'une certaine volonté politique et intellectuelle de construire une identité nationale tunisienne dans un contexte politique qui était un contexte tendu, contexte politique notamment caractérisé par l'avènement des idéologies, l'idéologie arabiste, l'idéologie nationaliste arabe, et après l'idéologie islamiste, des hégémonies culturelles dominantes résultant du passé, non seulement le passé colonial français, mais aussi une certaine conception de l'arabité qui était en vogue à l'époque d'Abdel Nasser et après Gaddafi, tout ça.
Donc, et puis, à partir des années 70, la fin des années 70 jusqu'à nos jours, l'identité nationale tunisienne, telle qu'elle a été conçue par les pères fondateurs de l'État tunisien, le père fondateur de l'État national tunisien, notamment ici, il s'agit de Bourguiba essentiellement, cette identité a du mal à s'affirmer avec l'ascension de l'islam politique qui est actuellement au pouvoir depuis 2011. Donc les islamistes tunisiens, qu'ils soient ceux qui sont issus du frère musulman de la Nahda ou les salafistes encore plus radicaux, revendiquent plutôt une identité musulmane. Une identité musulmane qui ne peut être bâtie que sur les décombres de l'identité nationale comme elle a été conçue par les fondateurs de l'État tunisien. Et malheureusement, c'est un fait réel qui existe et qui ne cesse d'hanter l'imaginaire de milliers de nos concitoyens. Cependant, l'identité nationale tunisienne ne peut guère se bâtir comme pouvait laisser penser notre exposé sur les décombres de l'arabité ou de l'islam. Au contraire, l'islam représente un élément essentiel de l'identité tunisienne. Mais justement, quel islam? Pour nous, c'est l'islam méditerranéen, l'islam tolérant et ouvert sur les autres cultures, et notamment la culture européenne et la culture occidentale. Donc, l'identité nationale tunisienne, on pose la question, quelle est donc l'identité nationale tunisienne? Qu'est-ce que fait de moi ou de nous en tant que Tunisiens, avec mes compatriotes d'ailleurs qui sont présents, qu'est-ce que ça signifie pour nous être Tunisiens? C'est ça la question qui se pose. Donc, comme Monsieur le Consul l'a dit tout à l'heure, nous sommes méditerranéens, etc. Nous sommes africains d'ailleurs. C'est Ifriqiya, la Tunisie actuelle, qui a donné son nom à tout le continent, maghrébin, méditerranéen. Et la Tunisie a été peuplée par les civilisations, les Amazirs, les originaires de toute l'Afrique du Nord, les Phéniciens, les Arabes, les Turcs et les Français. Certes, la majorité des Tunisiens à nos jours sont des musulmans sunnites, mais nous avons des compatriotes de confession juive. Nous avons des chrétiens aussi qui vivent avec nous aussi en Tunisie, des milliers de chrétiens qui sont là en Tunisie depuis longtemps. Nous avons des Maltais, des Italiens à l'époque qui se sont installés ici. Donc, en ce qui concerne notre histoire moderne, nous sommes, ça peut-être il faut insister sur deux points. Nous sommes d'abord le premier pays à abolir l'esclavage en 1846 par Ahmed Bey. Et le deuxième pays en Afrique, après le Sénégal, qui consacre toute une journée, le 23 janvier, qui marque la commémoration de l'esclavage, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et après quelques années, en 1861, puis promulguée à Tunis la première constitution du monde musulman. Cela est dit à l'élaboration d'une nouvelle pensée, à l'ouverture sur l'Europe, et notamment la France. L'exemple le plus remarquable est la pensée effectivement de Khaireddine Becha, le fondateur de 1875 de l'école tunisienne moderne, collège Sadiqi. Ce collège a joué le rôle de pépinière d'une élite intellectuelle à l'esprit revendicatif et réformiste, parfaitement bilingue. C'est une élite parfaitement bilingue qui maîtrise l'arabe et le français, maîtrisant les nouvelles sciences occidentales et qui se servent plus tard, non seulement à la rénovation de la pensée politique, mais également à la lutte pour l'indépendance et la fondation de l'État national sur une plateforme moderne. Et si je parle non seulement de Bourguiba, de Mohamed Ghazali, de Mahmoud El-Messadi, le premier ministre de l'Éducation nationale en Tunisie. Et au niveau de l'éducation, l'État a favorisé effectivement l'éducation. Tout le monde, dans les villages les plus lointains de la Tunisie, tous les Tunisiens, même les plus déshérités. Mon père était un instituteur. Moi, dans les années 60, j'étais avec lui un peu partout dans le pays, à Kasserine, tout ça. Vraiment, à l'époque, l'éducation nationale, c'est la cause la plus importante pour l'État tunisien. Malheureusement, maintenant, ça se dégrade davantage. Hélas, il faut faire quelque chose. D'abord, ça peut-être c'est un autre sujet, mais au niveau social, ce qui est d'ailleurs caractéristique peut-être de la Tunisie, dans ce milieu maghrébin et arabe, c'est l'émancipation de la femme.
et l'abolition de la polygamie. Et donc, le statut vraiment privilégié de la femme tunisienne, qui jouit d'un degré très élevé d'instruction et une condition féminine les plus progressistes grâce à la théorie avant-gardiste de Tahir al-Haddad, exécutée à la lettre par Bourguiba au début de l'indépendance. Donc, Monsieur Jouili, qu'est-ce que c'est fait pour finir, qu'est-ce que c'est fait pour nous être tunisiens? Oui, c'est tout cet héritage culturel, mais il y a d'autres aspects qui peut-être nous sommes maghrébins, mais ce que nous diffère, c'est le dialecte, l'aspect linguistique. Donc moi, quand je voyage en Orient, il me dit Barcha, Barcha. Barcha, c'est vraiment typiquement tunisien, c'est pas algérien ou marocain. Akahaou aussi, voilà, il y a l'aspect linguistique. Et ça, vous m'avez posé une question sur les ethnies aussi. Pour l'anthropologie, la culture, c'est la gastronomie. Nous avons, il faut aller à Belleville. Il faut aller à Belleville chez les Juifs de rue de Belleville, à rue Ramponneau, dans le coin. Et maintenant, ça me revient à mes souvenirs parisiens. Et vous tombez sur le Tunisien le week-end, le vendredi soir ou le samedi soir. C'est non seulement qui viennent de l'île de France, mais même des villes comme Amiens, tout ça, 100 km, ils viennent juste chez un juif tunisien pour manger le brick, le lebleb, etc. Donc ça, c'est... Monsieur Jouili, merci pour tous ces renseignements. Juste pour finir, vous êtes marocain, c'est ça? Oui, d'origine marocain, oui. D'origine marocaine. Juste pour finir ça, pour nos amis et nos frères marocains, moi, quand je vais au Maroc, ils nous parlent souvent de l'harissa. Harissa. Et c'est une anecdote, à la fin des années 80, j'étais au stade de Moulay Abdallah à Rabat pour assister à un match. J'étais là-bas aussi au Maroc, un match entre la Tunisie et le Maroc, Ouais. à la belle époque. Imaginez-vous que vous êtes tunisien devant 70 000 spectateurs marocains qui crient tous Ah, Wal Harissa, Wal Harissa. C'était pas méchant, c'était sympathique. Oui. Mais effectivement, ça, c'est vraiment typiquement tunisien. Donc, moi, j'ai voulu juste parler de... Moi, je voulais juste, puisque comme ça, maintenant, vous remplacez aussi un peu Monsieur Khouaja, qui ne s'est pas présenté là. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut intégrer la notion ou la religion de l'islam dans une identité nationale de tous les pays concernés par l'islam? Est-ce que ça peut être un élément, mais ça ne peut pas forger une identité nationale, l'islam, tout seul? Non, mais justement, j'ai dit tout à l'heure que qu'est-ce que l'islam? Parce que l'islam, c'est un concept flottant, quoi. Donc, pour nous, du moins dans les pays du Maghreb en général, bon, c'est l'islam sunnite. Souvent, on dit que l'islam sunnite, c'est un islam tolérant et tout ça. Bon, c'est pas évident parce qu'au cours de l'histoire, c'était pas comme ça. Mais c'est pas toujours comme ça. Mais l'islam malikite. Mais justement, à travers notre histoire, non seulement en Tunisie, mais au Maghreb, c'était toujours un islam qu'on peut facilement le dénommer un islam méditerranéen, un islam qui englobe d'ailleurs tous les habitants. Il y avait beaucoup de tolérance entre les musulmans avec les juifs. Nous savons bien que les juifs, qu'ils soient en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, les musulmans ont toujours entretenu un très très bon rapport avec les juifs. Et c'est les juifs qui témoignent de cette ouverture d'esprit des musulmans. Et donc l'islam, ça fait partie de notre identité culturelle, mais la religion en général, je ne parle pas seulement de l'islam, je parle aussi du christianisme, du judaïsme, de toute religion, ne peut pas être seul un facteur déterminant dans la construction d'une identité nationale. Ce qui permet à créer une identité nationale, c'est l'aspect géographique aussi, la langue, l'aspect géographique et d'autres choses qui sont dans la vie vraiment quotidienne, quoi. Dans le everyday life, c'est comme on a parlé de la gastronomie. Mode de vie. Et mode de vie, exactement. Mais il faut faire attention. Si on avance la religion quand il s'agit de l'identité nationale, il y a un risque aussi énorme de tomber dans la xénophobie. Et ce qu'on vit, on vit malheureusement maintenant, on vit des degrés différents en Tunisie, en Algérie, avec cette tendance, cette radicalisation qui menace vraiment la stabilité dans nos pays, et surtout Là, il y a comme
une coupure de M. Jouili. Oui, ben, merci, mais on reviendra à vous quand même plus tard. Et là, maintenant, je vais donner la parole à Madame Bouzaïda Silla. Alors, vous, pour un petit peu vous, comment dire, pousser à nous dire votre vision des choses, j'ai cette question. Y a-t-il un impact de cette multiculturalité, cette diversité tunisienne, sur la diaspora en France? Si oui, à votre avis, comment se manifeste-t-elle cette diversité? En fait, pour être la plus juste et la plus fidèle à mon vécu, je parlerai que au nom de personnes que j'ai pu croiser, que je représente en quelque sorte, parce que bien évidemment, je me verrai pas porte-parole sur toutes les personnes issues de l'immigration tunisienne, bien évidemment. Ici, mais par un vécu, que ça fait 16 ans que je suis en France, je suis arrivée à l'âge donc de 18 ans, juste après l'obtention de mon baccalauréat. Et en fait, c'est que cette multiculturalité, je l'ai vécue avec des personnes que je peux classer en 3 trajectoires, soit des personnes qui ont suivi leurs parents et donc que j'ai croisé sur le banc de la fac, soit c'est des personnes comme moi qui ont obtenu leur baccalauréat ou bien qui ont obtenu les premiers diplômes des années universitaires, genre un DUG, une licence et qui viennent continuer, soit aussi des personnes qui ont entamé une vie professionnelle en Tunisie et qui ont eu une opportunité donc, de travail en France et qui migrent ici. Et c'est le cas de plein de mes amis que eux, ils ont continué leurs études en Tunisie et c'est la majorité, bien évidemment, c'est des médecins, des pharmaciens et beaucoup d'ingénieurs informaticiens. Et ces dernières années, je les ai vus tous me rejoindre quasiment en France. Je voulais parler de cette multiculturalité pour cette catégorie que j'appellerais diaspora scientifique peut-être, même si je ne la considère pas comme une diaspora. Je m'explique. Pourquoi je ne la considère pas comme une diaspora? Parce que ces personnes-là réagissent à leur multiculturalité de 2 façons. Soit vous avez des personnes qui souhaitent en fait, qui privilégient le regroupement, la vie en communauté, vivre tous les jours chez eux, qui rentrent chez eux, comme disait tout à l'heure M. Ferchichi, on mange tunisien, on essaie fêtes traditionnelles, essayer de garder chez soi cette identité et en fait, la renforcer par ces pratiques et la transmettre à nos petits, à nos enfants quand on fonde une famille, etc. Et on apprécie se retrouver dans des festivals comme les Journées culturelles de la Tunisie à Toulouse, où on voit des artisans de l'artisanat tunisien. Voilà, en fait, on s'identifie et on est bien content d'être ici, mais en même temps, on est fiers de montrer cette deuxième culture. Ou bien vous avez aussi, c'est des personnes que je côtoyais, que j'ai vues jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs je continue à découvrir, il y en a certains en fait qui ont préféré totalement rompre avec la communauté d'origine, soit déception vécue avant d'entreprendre la migration ici, ou bien suite à des déceptions à l'installation dans le pays de résidence. Les raisons peuvent être vraiment multiples, hein. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, mais c'est des expériences objectives, subjectives, on peut mettre comme on veut. Mais voilà, ces personnes-là préfèrent certains fréquenter des individus appartenant à d'autres communautés ou bien que des personnes qui sont dans le pays d'accueil, donc entre autres en France. Et c'est pour eux, c'est un sentiment pour satisfaire un besoin de sociabilisation. Donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est pour ça que je parle de cette catégorie-là que j'appelle diaspora scientifique, sans que je sois très, très convaincue du mot diaspora pour eux. Par rapport à cette multiculturalité. Et du coup, c'est un ressenti. Après, je peux me tromper, bien évidemment. Mais en tout cas, pour les personnes qui ressentent le besoin justement de vivre et de trouver un équilibre entre leur appartenance au pays d'accueil ou bien, voilà, tout simplement, ils sont fiers, ils s'investissent dans la vie de tous les jours d'ici, mais aussi qui tiennent à garder leur culture d'origine, ces personnes-là souhaitent
la majorité du temps, on le voit, on le remarque, souhaitent s'investir dans le tissu associatif. Et ce qui est regrettable, par contre, et ça, je l'ai toujours dit, c'est que nous sommes rapidement, très rapidement, découragés par le tissu associatif qui peut exister ici, parce que malheureusement, il n'est pas toujours désintéressé. Donc, du coup, même ça nous pousse des fois à faire des cercles entre nous, à des amitiés, et de délaisser ce travail associatif qui aurait pu être un avantage pour enrichir le pays, je veux dire, contribuer au développement indirectement du pays par manque de structuration. Et ce que je remarque aussi, c'est un autre point par rapport à la multiculturalité. Depuis les années 80, l'idée de retour au pays devient de plus en plus peu probable dans la tête de cette catégorie dont je parle et dont je fais partie, par rapport bien évidemment à des raisons qu'on connaît tous, que ce soit la bureaucratie là-bas, les conditions. Nous, en plus, on a eu la révolution, ça fait 10 ans que ce n'est pas très clair tout ça. La recherche d'identité, Monsieur Mohamed en parlait clairement, on ne peut pas identifier un peuple par une religion, et d'ailleurs on voit actuellement le résultat de ces politiciens qui sont venus, qui sont parlés au peuple comme avec un islam politique, et que du coup ça a poussé pas mal de monde malheureusement à la radicalisation parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils sont. C'est malheureux. Donc, cette déstabilisation, tout ça, et le manque de tissu associatif désintéressé, malheureusement, n'encourage pas beaucoup de monde à faire le chemin inverse. Donc, il y a tout un travail je pense, du pays à développer, et j'espère que les mesures ou des objectifs qui peuvent prendre, des fois ils prennent des mesures ponctuelles, mais qui doivent prendre des mesures qui s'inscrivent dans la durée afin d'encourager ce travail qui est de deux côtés de la rive, on va dire. Je vais faire juste une remarque sur ce que vous avez dit sur les associations. C'est vrai qu'il est remarquable et bien constaté depuis déjà une bonne vingtaine d'années que les associations à fondement communautaire ne marchent plus, ont du mal et ne peuvent pas, rien que sur l'identité par exemple marocaine ou l'identité algérienne ou l'identité tunisienne ou d'un pays d'Afrique, là, avec toutes les coutumes, et puis tout le petit réseau et tout ça, ne fonctionne plus, et souvent, oui, ça fait connaître des dérives. Exactement. Par contre, les associations interculturelles, j'ose dire comme la nôtre, interculturelles, c'est-à-dire que nous travaillons avec toutes les, si l'on peut dire communautés entre guillemets, ou avec toutes les représentations de l'immigration, mais aussi avec les Français de souche. Là, ça répond à des besoins, le travail est beaucoup plus crédible et ça fonctionne. Et il y a pas mal quand même d'associations de ce genre-là qui existent dans nos quartiers populaires principalement de Toulouse et qui fonctionnent. Donc, dans quelle mesure, moi, Marocain, vous, Tunisien d'origine, je dis d'origine, vous voulez vous intégrer quand même à plus large que ça, échanger avec plus large que ça. Oui. Et si vous l'acceptez, si vous y mettez, eh bien, ça fonctionne bien mieux. Hein, j'en doute pas. Oui, c'est basé sur les valeurs du partage. Exactement. C'est clair. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, moi, juste une petite constatation peut-être personnelle que j'ai fait, c'est que quand on regarde les médias tunisiens, par exemple, et depuis déjà assez longtemps, jusqu'à maintenant, on a l'impression que les Tunisiens sont bien plus modernes dans la gestion des médias, dans ce qu'ils représentent dans les médias, que d'autres pays arabes comparables. Et pourtant, il y a une identité quand même qui se manifeste en même temps de Tunisiens, quoi. Tunisien, c'est un Tunisien, c'est pas, je parle peut-être plus des gens là-bas. Et quand on les voit, on en voit pas mal ici en France, ils sont bien plus intégrés, ne serait-ce que dans l'apparence, c'est-à-dire à l'extérieur.
que d'autres ressortissants d'autres pays du Maghreb, par exemple. C'est ce que je constate, moi, globalement. Hein. Vous ne seriez pas d'accord avec un peu de cela? Peut-être en fait les valeurs sur lesquelles après il y a l'école. Monsieur Mohamed tout à l'heure parlait de la base. En fait, l'éducation était le pilier de l'État tunisien et tout était misé par Bourguiba sur vraiment la femme, l'éducation, l'émancipation par l'instruction. Et d'ailleurs, on a en Tunisie énormément un chiffre hallucinant de personnes qui ont fait des études supérieures. Peut-être la proximité aussi, on en a pas mal d'immigrés ici, on se retrouve dans le mode de vie, ça correspond. Je ne saurais pas vous dire, mais certes, moi, c'est que j'ai constaté en tout cas, c'est vrai que le passage d'arriver à 18 ans ici, je n'étais pas du tout dépaysée. Et je ne me suis pas sentie en difficulté aucune. Et c'est vrai que le courant passe très facilement avec toutes les communautés d'ailleurs. Hein. C'est pas que parce que accueilli par les Français, hein, c'est en général. Après, c'est mon vécu. Je n'oserais pas le généraliser à tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'était fluide. C'était voilà. Après, j'amènerai ça vraiment sur le dos, je mettrai ça sur le dos de l'éducation et le système éducatif de la Tunisie. Je pense. Oui, le niveau de scolarité était le plus élevé des pays, au moins du Maghreb, pendant 30 ans. Hein. Ah, oui, nous, en Tunisie aussi, on a un système des écoles qui s'appelle les lycées pilotes et dont je suis issue. Et c'est vrai que le passage, moi je suis arrivée directement en classe préparatoire à l'école centrale de Lille. Il n'y a pas eu une mise à jour comme pour mes amis marocains qui ont étudié les maths et les sciences en arabe jusqu'à la terminale et qu'il a fallu leur faire, je pense, 3 semaines, si ma mémoire est bonne, pour la mise à jour en fait de tout simplement des traductions. Pour qu'ils ne passaient pas parce qu'ils n'étaient pas compétents ou ils ont... Non, pas du tout. Bien évidemment, s'ils ont intégré cette prépa, c'est qu'ils l'étaient. Mais rien que pour le frein de la langue, il a fallu revoir ça parce que j'ai appris que les maths et les sciences étaient enseignées en arabe jusqu'à la terminale. Quoi. Il y a ça aussi. Merci, madame. On reviendra bien pour en discuter encore davantage avec vous-même. Mais maintenant, je donne la parole à monsieur Mesteri. Donc, selon votre expérience et connaissance, le cinéma et les médias tunisiens révèlent-ils cette multiculturalité en Tunisie, bien sûr, mais aussi à l'extérieur? Écoutez, on est un peu, pour mieux répondre à votre question, je suis obligé de retourner un peu à l'histoire, au projet de société qui a été instauré juste après l'indépendance. Il y avait une vision. Cette vision a été dictée par une vision globale, mais une vision qui respectait cette multiculturalité qui était existante en Tunisie. Le hasard a fait que, étant que le parti d'Oussoria qui a pris le règne, qui était le leader en quelque sorte du mouvement national, n'avait pas un programme politique et social à présenter. Mais par contre, l'UJTT, qui était le mouvement, le syndicat général des travailleurs tunisiens, avait tout un programme politique. Et c'est comme ça qu'on a pris ce programme et on l'a intégré et c'est devenu un peu, par la suite, ça a donné le parti d'historiens, c'est-à-dire c'était une vision un peu socialiste, humaniste, mais ouverte, où c'est vrai, il y a le fondement de l'identité nationale, la langue arabe, l'islam comme religion, etc. Mais aussi, c'était tolérant, ouvert, et surtout, il respectait un peu cette diversité culturelle qui était un peu la richesse de la Tunisie, parce que à un certain moment, d'ailleurs, dans l'histoire de la Tunisie, même si on a été colonisé par la France, mais la première communauté européenne qui était la plus importante, c'était les Italiens. Les Italiens, c'est eux qui ont construit un peu la Tunisie. C'est eux qui ont fait que il y a les agrumes, il y a tout ça. C'est un peu les Italiens qui sont venus en Tunisie, pas en tant que colonisateurs, mais en tant que réfugiés pour certains, chercheurs de richesse pour les autres.
Et ça fait qu'on avait des hôpitaux italiens, des écoles italiennes, mais aussi on avait une diversité culturelle et religieuse. C'est-à-dire il y avait les juifs, il y avait les chrétiens, orthodoxes et non. Voilà, tout ça dans les grandes villes, surtout les villes côtières, faisait un mélange. Je ne parle pas seulement de Tunis, la capitale, mais à Sousse, à Gabès, il y avait une grande présence de la communauté juive, à Djerba, etc. Tout ça faisait de la Tunisie un peu un mélange ou une société ouverte, etc., qui a par la suite donné un peu la réussite du tourisme en Tunisie. C'est dû en quelque sorte à quoi? Parce que c'était des gens qui accueillis, qui n'en avaient pas. Alors, le problème s'est posé par la suite quand cette vision des choses a dû changer, dans le sens où la politique du collectivisme qui a été en quelque sorte suivie par le gouvernement a été interrompue. Et Ben Salah, l'initiateur ou l'investigateur de ce projet, a été mis en prison. Et il y avait ce penchant pour un peu pour corriger un peu l'économie, aller vers le libéralisme, etc. Et là, les choses se sont mélangées dans le sens cette ouverture d'esprit, cette multiculturalité a penché vers le monoparti, la monoculture, la monoreligion et en quelque sorte imposer l'arabe comme langue officielle, mais aussi l'arabe dans le sens comme pensée politique. C'était un peu, pour donner un repère, c'était l'époque Mzali en quelque sorte. Alors ça a engendré, ça s'est reflété, s'est réfléchi dans aussi bien le cinéma que dans la télévision par la suite. Malgré que la télévision, la radio, les moyens avant, c'était un peu la propagande politique du parti au pouvoir. C'était pas, il n'y avait pas d'espace d'expression d'expression libre, etc. C'était plutôt la politique du gouvernement dans tous les secteurs qu'on essaye de divulguer à travers ces moyens d'information. Par contre, le cinéma était un peu dissident par rapport à cette tendance. D'ailleurs, c'est ce qui explique un peu que le cinéma tunisien est sous-payé, entre parenthèses, parce que il est subventionné, la subvention de cinéma tunisien actuelle, qui date aussi d'une dizaine d'années, voire plus, c'est la même. Elle n'a pas changé, parce que le gouvernement ou l'État avait peur des cinéastes tunisiens qu'ils s'expriment, ils avaient une certaine liberté. C'est comme ça que les premiers films tunisiens, on parlait de la dictature, on parlait de la torture, on a parlé de la polygamie, de tous les tabous en quelque sorte cachés. D'ailleurs, ça a fait un peu une étiquette au cinéma tunisien, c'était un cinéma qui ose, c'est un cinéma un peu gênant. Et d'ailleurs, ça gêne encore la télévision nationale parce que les films tunisiens ne passent pas sur la chaîne nationale. Parce que dernièrement, c'est anecdotique, mais ils disent parce que la ligne éditoriale du service public ne peut pas tolérer ce cinéma. Ce qui fait, c'est très révélateur de cette évolution, parce que le cinéma en Tunisie est né libre en quelque sorte. Il est libre dans le cadre des ciné-clubs, qui sont une tradition. Ça fait 60 ans qu'on a les ciné-clubs qui fonctionnaient en Tunisie. Et les ciné-clubs, c'était un espace de liberté, d'échange, mais aussi de former les gens à la critique, à l'analyse. Tout ça fait que les cinéastes tunisiens, du moins les premières générations, étaient plutôt rebelles par rapport à ce qui se dit, s'écrit, se fait dans les milieux officiels. Bref, ce qui fait que, voilà, c'est-à-dire le cinéma tunisien a essayé en quelque sorte, de développer ces thèmes, défendre en quelque sorte la liberté d'expression, la liberté de travailler aussi, de donner une vision d'une culture nationale qui est un peu différente ou antagoniste, je peux dire même, par rapport à ce qui se faisait dans les cercles officiels. Oui, je disais que ce genre de cinéma tunisien a fait quelques chefs-d'œuvre reconnus
internationalement même. Tout à fait, parce que oui, c'était un peu la surprise du monde arabe dans le cinéma international, dans le sens où avant, le cinéma égyptien, malgré que tous les moyens, les moyens physiques, économiques et aussi tout le nombre de films qui se faisaient en Égypte, n'a pas pu arriver à ouvrir cette brèche sur un peu les sujets, c'est oser traiter des sujets, mais aussi au niveau esthétique, oser une image différente. C'est très important parce qu'en Tunisie, on faisait nous-mêmes notre propre image. On avait nos directeurs de photos, on avait nos monteurs, nos techniciens, parce qu'il y avait une industrie cinématographique qui a été conçue dans cette fameuse vision d'une société ouverte qui était installée les années 60. C'est-à-dire, déjà, nous, en 64, on avait un festival de cinéma de jeunes, qui est le festival de Clibia, qui hospitait les films qui venaient de tout le monde, mais c'était des films de jeunes qui sont produits avec peu de moyens, mais c'était une fenêtre de liberté extraordinaire. Par la suite, il y a eu le festival de Carthage en 66. Oui. C'est le premier festival arabo-africain de cinéma. Tout ça, c'est important. Ça a créé un peu, ça a donné en quelque sorte, cette spécificité du cinéma tunisien. Comme vous me le rappelez, là, au début des années 70, que moi j'ai vécu là-bas au Maroc, il y avait pas mal d'échanges avec un peu de ciné-clubs algériens, mais trop peu nombreux, et surtout avec les ciné-clubs tunisiens, avec la Fédération des ciné-clubs du Maroc. Et on a bénéficié de rencontres et de stages que je pense qu'ils n'ont plus jamais organisé de si qualitativement intéressants jusqu'à maintenant, depuis les années 70. Il y avait un très grand échange sur le cinéma, mais qui servait de lieu aussi d'échange sur la vision qu'on a chacun de son pays ou de la solidarité intermaghrébine à l'époque. Et les Tunisiens étaient très, très actifs. Tout à fait, parce que aussi il y avait cette appartenance, c'est-à-dire il n'y avait pas ce sens d'identité nationale liée au terrorisme. Oui. C'était plutôt humain, culturel, c'est-à-dire on croyait à Maghreb, entre parenthèses, mais surtout, oui. On croyait que la culture, l'art n'a pas d'identité, ne peut pas être cloisonné ou lié à une étiquette ou un passeport, c'est-à-dire. Et c'est comme ça que, tout à fait, oui. Moi, je me rappelle très bien. Moi, je me rappelle très bien. À certains moments, il y avait 5 films marocains qui étaient faits avec le budget parce qu'il y avait. On serrait un peu contre le cinéma. La Fédération des ciné-clubs, on a financé au moins 2 qui sont devenus des chefs-d'œuvre maintenant, historiques. Weshma, par exemple. Oui, c'est grâce à la Fédération des ciné-clubs. Etc. Mais vous voyez, c'est aussi une chose très importante. Les débuts du cinéma au Maroc, les techniciens, c'était des Tunisiens. Moi, je me rappelle très bien, ils se déplaçaient pour faire l'étalonnage, pour porter ce savoir-faire. C'est-à-dire, il n'y avait pas c'était tout ça, c'est cette sculpture, tout ça, ce background qui était derrière la pratique du cinéma, qui fait que les gens étaient spontanément, on se sentait marocain, tunisien, algérien. Il n'y avait pas une grande différence. D'ailleurs, même s'il y avait des rivalités au niveau politique, au niveau du cinéma, tous ces stands, on est là pour parler de l'art, essayer d'exprimer, d'écrire, de développer. C'est très important. Et je pense que ce qui fait défaut maintenant, le problème, c'est l'absence de cette vision, qui est aussi lié aux politiques, parce que le fait qu'on a instauré le régime unique, le président unique, etc., ça a effacé aussi, à un certain moment, par exemple, les télévisions nationales, on t'oblige à parler, tu peux pas, il faut parler en arabe classique. Sinon, tu passes pas. C'est-à-dire, si on te fait une interview, tu balances deux paroles en français, on coupe, on peut pas. C'est-à-dire, aussi, on pouvait pas faire voir les églises. On ne pouvait pas faire voir les synagogues. Tout ça, ça a été dicté par la politique. Et comme je disais, les moyens d'information, c'est-à-dire essentiellement la télévision, la radio et les organes de presse, étaient dirigés par l'État, ça a fait un peu
que cette multiculturalité s'est rétrécie en quelque sorte et est devenue un peu générationnelle en quelque sorte. C'est-à-dire les premières générations qui ont vécu, qui ont fait leurs études en France, parce qu'avant, il n'y avait pas des universités les années 60 en Tunisie. Non. On faisait ses études supérieures systématiquement en France. Du coup, et c'est très important, on a l'expérience du collège Sadiqi. Le collège Sadiqi a formé une grande partie de l'élite tunisienne, où on maîtrisait aussi bien le français comme langue, mais aussi l'arabe. On a des écrivains comme Salah Al-Garmedi, il y en a beaucoup, je ne peux pas les citer tous, mais il écrivait aussi bien en arabe qu'en français. C'est-à-dire on maîtrisait les deux langues. Et ça a fait que cette génération, malheureusement, le temps passe, cette génération, le nombre aussi se rétrécit, et on a une nouvelle génération qui est un peu, ne maîtrise ni bien le français, ni bien l'arabe, et là, on a la génération anglophone en quelque sorte, c'est-à-dire maintenant en Tunisie, toi Tunisien, que tu peux différencier par rapport à la pratique de la langue. Les arabisants, qui étaient zaytouniens, etc., et où, d'ailleurs, eux se cachent beaucoup d'intégralistes musulmans, etc., parce qu'ils trouvent refuge derrière la langue, etc. Il y a les francisans qui sont polyvalents, etc., qui sont aussi, qui sont, la majeure partie ont servi l'État et continuent à le faire. Et il y a la nouvelle génération qui est anglophone, en quelque sorte, qui l'appartenance ou l'identité culturelle ou nationale, etc., pour eux, est très, comment dire ça, ils ont très peu de repères. Les repères, ils les trouvent ailleurs dans le consumisme, dans les images qu'on consomme, c'est-à-dire ils se considèrent citoyens du monde de quelque sorte et ils s'habillent comme tous les autres, ils parlent comme tous les autres et voilà, c'est un peu ça. Cette image se réfléchit maintenant sur les organes de presse, alors parce que la télévision malheureusement étatique continue à exister de la même manière, c'est-à-dire elle est un peu rigide, on n'arrive pas à changer, même on a fait la révolution, le système politique, c'est-à-dire ça ne suit pas au niveau de la divulgation des idées, de la création artistique, etc. Il y a de l'autre côté la télévision commerciale, qui, elle, a des agendas complètement qui ne sont pas liés aux intérêts ou ce qui se passe dans le pays. Il y a ceux qui sont là pour blanchir de l'argent simplement, et il y a des cas devant la justice. Il y a ceux qui en sont là pour faire la propagande, pour préparer le terrain à l'intégrisme musulman. Et il y a d'autres qui essaient de faire un peu d'argent sans avoir une identité, sans avoir un message. Et ça, c'est l'actualité maintenant. C'est pour ça que le cinéma reste quand même en Tunisie un pilier de la culture et un pilier de la liberté d'expression. Et malgré qu'on essaie, comme je disais, les taux se serrent autour, vu la situation il y a très peu de salles, on n'a pas un vrai marché. Souvent, on essaie d'entraver la diffusion du film tunisien. On dit que les Tunisiens, ils vous parlez tunisien, on ne comprend pas bien comment vous parlez, qui est une excuse politique. Merci, Monsieur Mesteri. Là, c'est un riche développement de la situation, disons, du cinéma et des médias, d'ailleurs, auquel il faudrait un jour consacrer aussi une table ronde, que ce soit pour les trois pays du Maghreb en général. Il faut de quoi vraiment redresser la barre, hein, parce que j'estime que, comme vous l'avez souligné, dans les années 60, on formait de bons bilinguistes, des étudiants, des élèves qui parlaient les deux langues ou qui écrivaient au moins bien les deux langues à l'époque. Maintenant, on a besoin au moins 3 langues. Et ça marchait. Et c'était bien, même au niveau de l'idéologie qui en découlait. Il y avait un échange, une richesse entre l'une des langues et l'autre. Ce n'est plus le cas, comme vous l'avez bien souligné vous-même, je suis d'accord. Là, maintenant, on va ouvrir un peu à un échange informel, si l'on peut dire, c'est-à-dire entre les présents aussi invités, témoins, et les personnes qui ont
pu exposer sur un sujet ou un autre. Donc, à Naïma, là-bas, à Baya Ben Hamid, à Najib Ferchichi et à Hatem, si vous avez noté peut-être une observation à faire sur ce que vous avez entendu, une remarque ou une question à poser ou un complément à ajouter, allez-y si vous pouvez. Oui, bonjour et c'est un plaisir de vous écouter quand même. J'ai eu l'occasion avec Naïma d'animer la table ronde de Maroc. On a suivi celle de l'Algérie avec aussi d'intérêt et de patience. Et là, je vous écoutais, mais c'est vraiment génial. Donc, pour moi, Mohamed Jouli, je crois que vous avez dit que il faut parler de la multiculturalité maghrébine. Parce que en écoutant la table ronde marocaine, algérienne et aujourd'hui la Tunisie, c'est le Maghreb finalement. Seulement, cette multiculturalité, on n'arrive pas à... Parce que la multiculturalité sur les tables rondes qui sont passées, c'est juifs, chrétiens, ça c'est religieux. Mais il y a toujours l'être humain, quoi. Cette multiculturalité, on n'arrive pas à faire passer le message. Ici, auprès des jeunes, ici. Donc, moi, quand j'entends le jeune me dire « je suis musulman », non, monsieur, vous êtes musulman de confession, mais vous n'êtes pas musulman d'origine. Je veux dire, ce tac au tac là qu'on n'arrive pas à faire passer aux jeunes, c'est ça qui nous pose un peu question sur le terrain associatif, quoi. Mais à part ça, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. C'est vraiment génial de vous écouter. Naïma? Alors moi, je vais rebondir. Bonjour à tous et merci beaucoup pour tous ces intervenants très intéressants. Moi, j'ai une nièce qui est tunisienne, donc c'est pour ça que j'étais très intéressée. D'ailleurs, je pense qu'elle doit nous regarder. Justement, par rapport à ce qu'elle disait Baïa tout à l'heure, effectivement, on n'arrive pas à voir ce vivre ensemble alors qu'on parle tous la même langue, que ce soit au niveau de la table ronde Maroc, Algérie, Tunisie. On veut tous vivre ensemble en paix. Et là, on en discute aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde est d'accord sur le fait que de se vivre ensemble et que tout se passe bien. On est tous toute l'humanité au lieu de se diviser. Et je trouve ça super parce que moi, ce que j'entends, on est tous sur la même longueur d'onde. Et ensuite, quand même, j'ai une autre question. Je voudrais savoir, au jour d'aujourd'hui, la Tunisie, elle en est où par rapport à tout ce qui s'est passé avant? Et on en est où à la situation actuelle? Alors, je ne sais pas qui c'est qui peut me répondre. Peut-être monsieur le consul, mais monsieur Julie aussi, il doit avoir un peu plus de précision, certainement. Oui, alors, moi, je vais commenter ou rebondir par rapport à la définition de multiculturalisme. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un État est ou non multiculturel? Je crois qu'un État est multiculturel lorsque chaque groupe ethnique ou chaque minorité puisse conserver son identité et puisse la pratiquer au sein du groupe. Bon, pour la Tunisie, je crois que c'est le cas parce qu'on a des minorités juives qui, bien sûr, pratiquent et exercent leur confession librement. Ils l'ont gardé depuis des milliers d'années en Tunisie. Les minorités aussi chrétiennes qui, bien sûr, ont le droit de conserver et d'exercer leur confession librement. Et c'est d'ailleurs la constitution tunisienne qui garantit et qui protège la liberté de religion, la liberté de conviction. À titre d'exemple, je peux citer même l'article 6 de la Constitution tunisienne qui stipule que l'État protège la religion, il garantit la liberté de croyance, de conscience et de l'exercice des cultes. Donc, je peux dire modestement que pour le cas de la Tunisie, c'est un État multiculturel. Donc, là où toutes les cultures peuvent vivre en paix. Donc, et d'ailleurs, c'est l'objectif qu'on doit atteindre dans le cadre de chaque pays, c'est-à-dire l'objectif auquel, bien sûr, on aspire. Et lorsque la multiculturalité devient l'identité de l'État. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je viens de dire. Donc, sur un autre point qui a été soulevé concernant l'identité nationale en Tunisie, par rapport aussi à la question de la religion, c'est vrai que pendant les années après la révolution de 2011, il y a eu une polémique sur l'identité nationale, sur le type de société, bien sûr, qu'on voulait instaurer, mais je crois que cette question a été tranchée dans la mesure où la société tunisienne est restée
une société moderne, une société progressiste, là où, bien sûr, tout le monde peut vivre dans le cadre de la tolérance, de la modération. Et c'est bien sûr l'image de la Tunisie qui n'a pas changé d'ailleurs. Donc, c'est sur ces deux points que j'ai voulu intervenir de nouveau. Et bien sûr, je laisse la parole au reste des invités. Merci, merci. Mais ça signifie que les autorités, gouvernements et représentants de l'appareil d'autorité tunisien accepte bien cette multiculturalité et il la prend en charge, je veux dire, il la soutient, il l'encourage? Bien sûr, et comme je viens de dire, c'est les lois de l'État qui protègent et qui veillent sur cette multiculturalité, dans la mesure où c'est l'État qui protège la libre expression, la liberté des cultes, la liberté des religions, et bien sûr, il y a même des sanctions contre l'atteinte à la liberté de religion en Tunisie. C'est garanti même c'est-à-dire par la Constitution qui est hiérarchiquement, bien sûr, la loi suprême dans chaque État. Ouais, merci. Donc là, je m'adresse à M. Chouili. Je crois que l'une des questions adressées par Naïma, il s'adressait un peu à vous, à votre connaissance. Désactivez le micro. Je salue Madame Naïma. D'abord, j'ai voulu parler d'un autre sujet, puisque nous sommes tous des Maghrébins. Donc, moi, quand je pense aux jeunes, il y a vraiment un danger réel en ce qui concerne les jeunes, non seulement en Tunisie, mais dans tout le Maghreb, et nos jeunes qui sont en France également. C'est ça, c'est cette radicalisation, cette revendication identitaire qui est basée essentiellement sur des données utopiques, voire mythiques, un islam imaginaire qui a été créé par des idéologues, par des politiciens, etc. Ça, ce qui est grave. Moi, parfois, en ce qui concerne les jeunes qui sont là, qui sont déjà au Maghreb, en comparaison avec mes souvenirs, moi, en tant que jeune Tunisien, à l'époque, j'ai débarqué à l'âge de 19 ans, j'ai pas encore passé mon bac, j'ai débarqué sans visa et avec 50 dinars, avec mon passeport en juin 80 à Marseille, puis à Paris. Et ce passage, c'est grâce à ce passage en France, c'est grâce au centre Georges Pompidou où j'ai débarqué 4 mois entre la bibliothèque, entre le haut et le bas. Et c'est là où j'ai découvert mon identité maghrébine. Parce que avant 19 ans, moi je vois les Libyens ici en Tunisie. Moi, j'ai jamais rencontré un Algérien ou un Marocain. C'est en France que j'ai rencontré les Maghrébins, que j'ai aimé Gilles Gelel ou Nesser Riwan. Et après, je commençais à chanter les chansons de l'Arbi Batma, etc. Et puis Idir, etc. Et jusqu'à nos jours, j'aime beaucoup Nesser Riwan. Bon. Et j'écoute la chanson de Nesser Riwan, bien que ce n'est plus la mode maintenant pour les jeunes. Donc, cette identité, ce passage. Moi, je pense maintenant à un anthropologue français, qui est Marc Auger. Donc, j'ai traduit 2 ouvrages de Marc Auger. C'est un ethnologue dans le métro et le métier de l'anthropologue. Il a écrit sur l'anthropologie de la mobilité, les frontières ethniques, mais aussi les frontières. Pour nos jeunes, maintenant, maghrébins, ils n'ont plus cette chance que j'ai eue il y a 40 ans pour aller en France, pour créer cette personnalité, pour cette ouverture d'esprit. Hein, ce n'est plus. Donc, il y a un vrai combat aussi pour la liberté de mobilité. Donc, nos jeunes se renferment maintenant sur une identité, comme j'ai dit, une identité. Les conditions ne sont pas favorables. Nos gouvernements, ils n'ont rien fait avec le gouvernement français pour faciliter cet échange. Parce que je dis, moi, le Maghreb, c'est l'avenir de la France, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est le gouvernement français, les gouvernements successifs, ils doivent comprendre ça. Nous avons 5 millions d'origine maghrébins en France. Donc, vraiment, c'est notre destin. Et moi, en tant que Tunisien et en tant qu'ex-étudiant en France, j'aime beaucoup la France. Parce que pour moi, la France, c'est pas la France, même à l'époque coloniale. Quand elle a écrit la Tunisie martyre, on fait la différence entre ce qui est politique, entre le système colonial et entre la culture française, qui est une culture de l'humanisme, de l'ouverture, etc. Et on doit beaucoup à cette culture. Et nous voulons bien tisser un très bon rapport avec la France. Mais apparemment, nos gouvernements successifs au Maghreb n'ont pas vraiment négocié
vraiment cette affaire avec la France, et ils ont accepté tout, ils ont avalé tout pour tester. C'est un rapport prometteur pour les générations futures. Les générations futures ici en France, ici plutôt au Maghreb, et également en France. En ce qui concerne la question posée par Madame Naïm, bon, la Tunisie passe par une période transitoire, par une vraie crise politique, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est tout le monde. C'est vrai que moi, je partage tout à fait, monsieur le conseiller, quand il parle que la constitution tunisienne garantit la liberté de conscience, la liberté de la religion, ça c'est vrai. Mais la vie réelle maintenant des Tunisiens depuis des années, depuis 2011, il y a un problème, un vrai problème dans le quotidien. Il y a des collègues universitaires qui sont harcelés parce qu'ils avancent des idées, des idées qui ne plaisent pas à une certaine classe politique et intellectuelle qui balance l'étendard de l'islam comme ça, un islam, tout simplement un islam imaginaire, utopique, etc. Et donc la liberté vraiment d'expression, et vous pouvez même voir à travers le Facebook, à travers le monde virtuel, qu'aujourd'hui la liberté de la conscience et la liberté d'expression est réellement, il est inconscient. Moi, j'espère que cette période transitoire, d'ailleurs, ce qu'il a dit, monsieur le conseiller, il est vrai, c'est que notre société, notre héritage culturel moderniste nous aide dans cette période cruciale de notre histoire à surmonter les obstacles qui sont posés quotidiennement dans notre vie actuelle. Je ne parle pas de l'aspect économique, politique, mais je parle notamment en ce qui concerne le problème de l'identité culturelle, de la liberté, de l'ouverture de la Tunisie, parce qu'il y a une tendance maintenant en Tunisie, malheureusement, qui veut renfermer la Tunisie dans une idéologie vraiment xénophobe, une idéologie réactionnaire carrément, qui est paradoxale avec les ambitions de nos jeunes qui revendiquent beaucoup plus de liberté, qui revendiquent d'ailleurs le travail et la justice et l'équité entre tous les Tunisiens. Merci, M. Jouili. On ne peut être que très d'accord avec ce que vous dites là. De notre point de vue ici, en tant plus qu'acteur socioculturel, c'est exactement cet éclairage qu'il faut renforcer auprès de la jeunesse d'ici. Oui, Najib et Hatem, je trouve au moins les derniers propos de M. Jouili s'adressent bien à nous, vivants, agissant ici, n'est-ce pas, Najib? Oui, bien entendu. Monsieur Jouili, c'est l'anthropologue, hein? Oui, oui. Bonsoir, monsieur Jouili. Tout à fait. Moi, je partage relativement son point de vue sur la multiculturalité d'aujourd'hui. Je crois qu'elle est un peu mise en péril, ou elle est un peu opaque, ou elle est un peu parasitée par les événements qui se passent actuellement depuis cet événement majeur qu'on appelle la révolution du jasmin. Et il me semble qu'elle a tendance à passer en second plan parce qu'il y a déjà une culture mondiale, américaine, consommation, de capitalisme, et celle-là, elle a plus travaillé pour avoir la même mise sur le monde et sur toutes les populations. On le voit à travers les réseaux sociaux, sur Internet, Facebook et tout le reste. Mais moi, je dirais que la biculturalité ou la multiculturalité entre le Maghreb ou la Tunisie et la France, c'est qu'elle est actuellement en second plan dans le sens où elle se cherche, elle est affaiblie, elle n'est pas mise en valeur, et aux gens, ou proposée aux gens pour qu'ils puissent la vivre. C'est comme ça que je vois la chose. Ouais, c'est vrai que c'est pas clair, même s'il y a quand même des forces agissantes qui tendent vers le point de vue de M. Jouili. Mais il y a le cinéma, il y a la littérature, il y a beaucoup de gens qui agissent, mais des moyens. Et puis la jeunesse, comme toutes les jeunesses à travers l'histoire, elle est facile plus ou moins à manipuler. Donc on la retrouve souvent à prendre une direction un peu dangereuse, celle d'une forme d'extrémisme, de radicalisme, des choses comme ça. Et donc on a du mal à faire passer des valeurs nobles telles que l'échange, l'ouverture, la tolérance à travers la multiculturalité. Merci Najib. Hatem. Juste, moi, par rapport à la jeunesse, je rejoins un peu ce qu'a dit tout à l'heure Baya et puis M. Jouali et puis bon, la plupart des intervenants. C'est vrai qu'à Toulouse, il y a une diversité énorme culturelle qu'on propose, mais on a du mal à mobiliser ces jeunes et puis j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trouver le moyen pour les accrocher. Alors, je ne sais pas comment on peut faire, comment on peut travailler sur cette thématique-là qui est l'avenir, hein, la jeunesse, c'est l'avenir pour voir comment on de la société, oui. Oui, bien sûr.
Et je ne sais pas, c'est les questions qu'on se pose tout au sein du travail à la ville et tout ça. Et puis voilà, je veux dire, on essaie de trouver des solutions, si on veut dire. Voilà. Ouais. Bon, ben, il y aurait encore tant à dire, mais je pense que le temps. Bon, ben, il y aurait encore tant à dire, mais je pense que le temps imparti est presque passé. Je voudrais juste donner un dernier mot à chacun de vous, mais avant tout à Baya et à Naïma qui ont participé à l'animation de ces séances de table ronde. Qu'est-ce que vous en retenez pour nous? Baya? Comme je disais tout à l'heure, si vous voulez, c'était moi qui ai vécu au Maroc jusqu'au baccalauréat, comme certains d'entre vous. Pour moi, le juif, le chrétien, le marocain, le berbère, moi je suis d'origine berbère, donc ça posait pas de problème. Quand je suis rentrée en France, j'avais pas de problème avec les gens. Donc je crois que c'est comme disait Marois, c'est que c'est une éducation, c'est un savoir-vivre, j'en sais rien. Mais seulement quand on revient ici, que les jeunes qui ont vécu ici, je m'attable pas avec un juif. Alors là, ça, on l'a entendu, quoi. Je veux dire, je m'attable pas avec un chrétien à table. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que le fait d'embarquer tous les Maghrébins dans des quartiers, de les laisser entre eux, est-ce qu'il y a quelque chose qui a foiré quelque part, mais je sais pas laquelle. Et donc, nous, les petites associations, on aura du mal, comme disait Adam, on aura du mal à faire quelque chose. Donc, quand on a eu l'idée de ces trois tables rondes avec le comité de programmation, c'est vrai, c'était un constat qu'on a fait. Il y a des jeunes qui font des conneries dans les quartiers, ça, on le sait. On a eu deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont dans l'assistanat, ah, le pauvre ou la pauvre, hein. Il y en a les autres qui rejettent. Là, on passe au racisme total. Donc, on est où? Donc, j'ai dit, mais ces jeunes-là, ils sont où? Ils ont une culture vraiment très riche de leurs parents, de leurs grands-parents, parce que là, on parle de la troisième génération quand même, de leurs parents, de leurs grands-parents, une culture très riche. Mais seulement quand ils vont au pays, ils ont pas ils partent pour un mois, ils font du tourisme, quoi. Ils s'imprégnent pas dans cette culture. Ils regardent pas au fond. Donc, ils reviennent ici. Bon, ils ont passé un mois de vacances et replongent dans une société que certains, ils sont rejetés. Il faut le dire aussi. Dans cette société, il y en a certains qui sont rejetés. Donc, ça, c'est un travail de fond. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir par rapport aux ces trois tables rondes, Naïma donnera son avis aussi. Moi, j'ai trouvé un plaisir que dire au Maroc, les gens vivent très bien dans une richesse de multiculturalité parce que le Maroc, vous le savez très bien, il y a beaucoup de berbères, il y a beaucoup d'arabes, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de juifs. Mais on se pose jamais la question. Mes voisins juifs, mes voisins chrétiens, on se pose jamais la question. Nous sommes des Marocains, point. L'Algérie, ça s'est avéré, selon l'historique que Massiliel avait fait samedi dernier, mais c'était ça aussi. Et la Tunisie aujourd'hui, en vous écoutant, mais c'est ça. Donc cette richesse-là de multiculturalité, j'espère qu'on pourra la transmettre aux jeunes d'ici, mais comment, je ne sais pas. Oui, Naïma? Alors moi, je dirais que je suis très, très, très heureuse d'avoir participé à cette table ronde. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Donc, je pourrais dire presque j'ai passé toute ma vie en France. Malgré tout, j'ai eu une éducation quand même jusqu'à l'âge de 10 ans au Maroc. Je suis amazigh comme le disait Bahia aussi tout à l'heure. Quand j'étais au Maroc, je ne savais pas qu'il y avait des juifs ou des arabes, c'était tout le monde, c'est l'humain. On regardait l'humain, enfin, on était tous des humains, on n'était pas ni toi t'es comme ça ou l'autre il est comme ça. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, moi je travaille dans le social aussi. Je suis adjoint au maire sur ma commune. Je suis rattachée à la culture et à la jeunesse. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué, très très compliqué. Est-ce que je me dis, est-ce qu'il faut éduquer, je sais pas, les parents ou les enfants. On n'arrive pas trop à définir, on n'arrive pas à avoir comme je dis, le problème à la source pour qu'on puisse réparer. C'est quoi le problème? Il y a eu un problème quelque part, effectivement, et au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué pour récupérer ces jeunes. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on parle tous la même langue, c'est-à-dire la langue du vivre ensemble en paix. Et donc ça, il faudrait qu'on puisse travailler avec ces jeunes, mais je sais que c'est compliqué, hein, ça va être très très compliqué, et ça l'est toujours, hein, je veux dire, dans notre travail de tous les jours, on le voit bien que c'est très compliqué, mais il ne faut pas qu'on lâche, qu'on baisse les bras,
il faut qu'on continue pour qu'on puisse avoir une société justement qui saine. Mais c'est vrai que aujourd'hui en France, on voit beaucoup de, comme je dis, de jeunes plutôt issus de l'immigration où c'est la violence, enfin tout le reste. Et on parle pas des gens comme aujourd'hui, comme les personnes qu'on a reçues dans toutes ces tables rondes et qui puissent s'exprimer et transmettre à ces jeunes justement ce savoir-faire et ce savoir-vivre. Voilà. Merci Naïma. Donc je vais vous donner un peu à tout un chacun une petite minute pour donner une conclusion, peut-être un lancement pour de prochaines initiatives. Oui, Monsieur Juilly, avec vous en premier. Justement, ça fait maintenant, au début des années 90, j'ai eu l'expérience d'enseigner l'arabe dans des lycées français, à Paris, à Fontenay-sous-Bois, mais j'ai eu un passage aussi à cheval entre Aix-en-Provence et Marseille. Et donc, j'ai enseigné le bac, et c'était la majorité, ce sont d'origine maghrébine, des Tunisiens, Algériens, Marocains et tout ça, mais il y a aussi des îles Comores, de Djibouti, et les élèves à cette époque-là, donc c'est pas la même génération d'aujourd'hui, bon, quand même c'était plus que 25 ans en arrière, ils me posaient effectivement des questions qui concernent leur identité culturelle. Et ils savent bien que je viens du bled aussi, donc ma responsabilité était encore plus lourde. Et donc, ils me posaient des questions comme ça, et après j'ai trouvé effectivement, peut-être, je sais pas, est-ce que vraiment j'ai bien réussi ou non, mais j'ai rencontré l'une de mes ex-élèves à l'aéroport une fois, elle m'a salué, elle m'a dit c'est grâce à vous qu'on a bien compris. Nous sommes des musulmans, mais qu'est-ce que l'islam? Moi, dans l'islam, aussi le côté culturel et le côté civilisationnel. Mais quand on s'adresse à des élèves de 18 ans, 19 ans, qu'est-ce qu'on doit enseigner en ce qui concerne l'islam? C'est bien que dans les banlieues, je connais pas Toulouse, mais je connais la banlieue parisienne, et c'est de n'importe quoi. Ce sont des gens qui parlent de l'islam, mais qui sont vraiment ignorants et illettrés, n'ont pas la spécialité du tout. Moi, ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est que essayer de présenter quelques penseurs musulmans dans un langage facile aux élèves de l'époque. Donc, j'ai pris Avicenne, Averroès, Farabi, le philosophe, Ibn Khaldoun, et c'est à travers des grands penseurs musulmans qui ont imprégné la pensée humaine en général que j'ai introduit quelques concepts de l'islam de la tolérance, Jahv également, qui est un grand penseur, donc abbasside, à travers les avars de Jahv en arabe, j'ai pu introduire en quelque sorte l'islam à ces élèves-là. Donc, il faut trouver toujours le moyen pédagogique pour traiter avec ces jeunes, quoi. Merci, Monsieur Juilly. Je pense, j'allais dire à bon entendeur, salut, mais on pourra en discuter encore à une autre occasion, bien plus profondément. Monsieur le consul, un petit mot pour conclure. Oui, c'est Ahmed, juste un point par rapport à l'enseignement de la culture et de la langue d'origine aux jeunes maghrébins qui vivent en France. Bon, ça, c'est une question très importante et c'est un effort collectif auquel doivent participer, c'est-à-dire tout le monde, les États d'origine, les associations, les parents surtout, parce que c'est le milieu familial, le milieu bien sûr idéal, c'est-à-dire là où on commence bien sûr avec la langue et la culture. Dans ce cadre, les 3 pays maghrébins ont signé une convention en accord avec l'État français qui permet l'enseignement de la langue arabe dans les écoles primaires françaises, et il y a des enseignants désignés directement du ministère de l'Éducation des 3 pays et qui exercent ici dans les écoles françaises. Bon, ce n'est pas suffisant, c'est surtout le rôle, comme je l'ai dit, des associations, des familles, des parents. Donc, par ailleurs, je voudrais saisir, bien sûr, cette prise de parole pour remercier tous les membres de l'association Caravane pour le choix de ce thème très important. Je remercie aussi, je salue tous les orateurs, les invités, tous les auditeurs qui nous suivent sur votre page Facebook. Et donc,
à bientôt autour d'une autre table ronde, Inch'Allah. Merci. Madame Bouzaïda, un petit mot. Là, je vais mettre la casquette de l'enseignante. En fait, c'est une problématique qui est récurrente et très, très présente à Toulouse. Et moi, en tant plus dans le lycée professionnel, je vais dire presque 80% de mes élèves sont d'origine maghrébine. Et ils sont tous à un âge, donc je les ai en cycle de bac pro, donc ils ont 16 et 17 ans, vraiment dans un moment crucial là de la recherche de soi. Ils se cherchent une identité et en fait, je me rends compte que les enseignants, on se trouve dans une position un peu délicate et d'autant plus me concernant, moi, qui est pas d'origine tunisienne, je suis tunisienne et naturalisée française, donc j'ai une approche encore un peu moins incriminante que eux ils peuvent avoir à l'égard du pays où ils ont grandi, où ils sont nés. Donc, je pense qu'il y a un gros travail qui n'était pas fait au niveau des parents. Comme me disait Monsieur Azedine, il y a une défaillance et normalement au niveau des familles, il devait y avoir un travail un peu plus judicieux, enfin un peu plus poussé sur l'identité de ces personnes-là. Et après, quand ils arrivent au collège, au lycée, pour ma part à moi, il y a un déséquilibre notable. Et vraiment, il y a tout un travail, que ce soit des associations du quartier, que ce soit de la municipalité, tout simplement, parce qu'il faudra qu'elles mettent en place des ateliers grâce à l'animation socioculturelle pour y remédier, parce que pour les générations futures, vraiment, il faudra une politique claire voilà. Moi, je vois les dégâts et je trouve que vraiment, on arrive à un moment où c'est trop tard pour nous et peut-être essayer de travailler avec des ateliers de sensibilisation depuis le plus jeune âge, commencer avec la maternelle, élémentaire, ça commence à Ernest Renan, aux ISA. Donc, multiplier les initiatives comme ça pour, à la limite, pallier au manque qui peut ne pas être fait par les familles, quoi, et faire face à ces déchirements qui peut grandir avec l'âge, arriver à cet âge-là au lycée. Je suis désolée, j'ai beau qu'ils traînent depuis leur jeune âge et ça devient très, très enraciné en eux, quoi. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Merci pour ces propos. Monsieur Mesteri, un petit mot? Oui, ça sera 3 mots. Alors, le premier, c'est la culture. Je pense qu'on a fait une révolution en Tunisie dans le monde arabe, mais on a besoin d'une vraie révolution, celle culturelle, qui va changer les esprits, qui va ouvrir pour une nouvelle vision du monde et qui nous va faciliter la tâche de tout le monde pour s'intégrer, pour ouvrir dans ce que fait les Maliens. La seconde, c'est l'éducation, ça a été cité. C'est très important de mettre les moyens pour la culture ou pour l'éducation aussi. Les pays sans ça, tous les pays, il y a une responsabilité, c'est le troisième mot, qui est aussi bien des États maghrébins, mais aussi de l'Europe et de tous ceux qui, en un certain moment, disent il faut soutenir la révolution, il faut soutenir la liberté, etc. Mais la démocratie, c'est pas un vaccin qu'on peut administrer, c'est un processus et ce processus, c'est la culture. Il faut pas abandonner ces gens-là à leur destin, surtout en ces moments-là, et surtout aider la culture et les gens et les artistes parce que c'est un peu, ils sont un peu à la débandade avec ce qui se passe. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus longuement parce que ça, c'est important, quoi. Inch'Allah, vous êtes maintenant liés à Toulouse, absolument. Donc, un dernier mot, Najib et Hatem. Oui, alors actuellement, oui, je disais oui. Alors pour moi, actuellement, la multiculturalité, elle est un peu mise à mal parce qu'elle est fragilisée par le manque d'instruction et d'éducation, comme soulignait Rami, participante enseignante, ou bien qu'il y a des manipulations aussi relativement et aussi religieuses pour les tirer vers des extrêmes ou des choses comme ça. Mais il me semble qu'on a besoin de moyens et on a besoin d'ouverture, de tolérance. Et ce sont les fondations sur lesquelles on pourrait vivre notre multiculturalité plus sereinement et plus, comment dirais-je, plus apaisée. Merci Najib. Hatem? Moi, un petit mot là. Merci pour ces riches exposés et surtout
Je remercie beaucoup à tous les intervenants. Et un dernier merci surtout pour toi, Ahmed, et votre équipe là, de nous avoir fait confiance pour cette thématique-là. À très vite, j'espère qu'il y aura d'autres thématiques ensemble. À bientôt. Merci Hatem. Moi, j'ai le bonheur d'avoir vécu ça aussi cette année, puisqu'on a été obligé d'abandonner certaines activités de présence physique, mais je pense qu'on n'y a pas perdu parce qu'on a rencontré, grâce à ce webinaire, au moins une vingtaine d'intervenants du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, que l'on soupçonnait pas à un moment donné et qu'ils ont participé vraiment avec motivation et intérêt et que nous allons garder leur contact et tout cela parce que dans d'autres activités en présentiel pourraient recourir aux uns et aux autres, et notamment au Ciné-Club déjà. Je vous donne rendez-vous à Monsieur Mesteri bientôt. Donc, c'est avec fierté. Et puis, je retiens une autre idée à laquelle nous pensons un peu tous, mais sans trop le dire. Nous rêvons depuis les années 60, comme l'a dit Monsieur Mesteri d'ailleurs, Monsieur Jouili, d'un grand Maghreb. Et il existe, mais il existe dans des circuits, on dirait, parallèles. Ça veut dire Monsieur Jouili et moi, Monsieur Mesteri et Monsieur Metter Kouider de Doran, il n'y a pas entre nous de problème. On échange, on discute, on est même solidaires, et bien pourvu que les responsables politiques, idéologiques qui gèrent ces pays se mettent à l'écoute de cette bonne catégorie de citoyens maghrébins et surtout quand ils vivent en plus en exil, bien plus proches les uns des autres. Voilà, c'est mon souhait à ajouter à cette thématique et je vous remercie tous et toutes. Madame Bouzaïda, on se donnera bien rendez-vous pour nos affaires socio-culturelles des quartiers. Et Naïma, merci de ta participation aussi. Avec plaisir. Et voilà. Merci, Monsieur le Consul. Merci, Monsieur Mesteri. Merci, c'était un plaisir. Merci. Et c'est vrai que ça paraît un peu long, mais finalement, On n'a pas vu le temps passer. Je n'ai pas senti le temps passer. Merci beaucoup et Merci à à une vous. prochaine initiative, Inch'Allah. Merci bien. Au revoir. Au revoir Merci. à À la tous. prochaine. D'abord, l'aspect linguistique.